Est-ce que vous connaissez le point commun entre le sang, le sperme et la moelle osseuse? Non, ça n'a rien à voir avec la lumière noire. Rien à voir avec les sous-vêtements non plus, pour la moelle osseuse ce serait un petit peu inquiétant. Pas de recettes de cuisine non plus. Non, le point commun en fait, il y en a deux, on peut les donner tous les trois, et on en manque. Allez, je vous explique ça. Bon, donner son sang, vous connaissez. Donner son sperme, donner ses gamètes, j'espère que vous connaissez aussi parce que j'en ai déjà parlé. Il y a quelques temps maintenant, c'était Noël, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais aussi parlé du don de moelle osseuse. Alors, évidemment, je vais pas vous refaire la même vidéo, mais on va quand même en reparler. D'abord parce qu'il y a 2-3 petites choses qui ont changé depuis, et puis parce que je voudrais insister sur un point précis pour que vous compreniez pourquoi c'est important que vous vous inscriviez sur les listes de donneurs. Et pourquoi c'est important qu'il y ait le maximum de monde avec le maximum de profils différents. D'ailleurs, avant de commencer, un grand bravo à toutes celles et à tous ceux qui m'ont envoyé des messages après ma première vidéo pour me dire qu'ils s'étaient inscrits. C'est comme ça qu'on y arrivera. Alors, dans un premier temps, je vous propose de refaire rapidement un petit tour de la question, pour bien se remettre en tête de quoi on parle exactement, et pour faire une ou deux petites mises à jour. On va faire ça point par point, avec 6 trucs à savoir sur le don de moelle osseuse. À quoi ça sert de donner sa moelle osseuse? Bah oui, c'est vrai ça. Donner ok, mais on aime bien savoir à quoi ça va servir. Et bah donner sa moelle osseuse, ça permet de soigner des gens. Et même de leur sauver la vie. Des gens dont la moelle osseuse fonctionne pas correctement et pour qui la seule chance de guérir, c'est qu'on leur greffe une moelle qui fonctionne bien. Et il y a plusieurs maladies qui peuvent donner ce genre de problème. C'est des maladies graves du sang et les plus connues, c'est les leucémies. Et ça concerne des milliers de personnes de tous les âges, y compris des enfants. Mais c'est quoi la moelle osseuse au fait? Attention, déjà on parle bien de la moelle osseuse, pas de la moelle épinière. La moelle épinière, elle est blanche et grise, elle est cachée dans la colonne vertébrale, dans un canal au milieu des vertèbres. Et elle fait partie de notre système nerveux. Alors que la moelle osseuse, celle qui nous intéresse, elle est rouge et elle est à l'intérieur des os. Et donc son boulot, c'est de fabriquer les cellules souches qui vont elles-mêmes fabriquer les cellules qui composent notre sang. Les globules rouges pour transporter l'oxygène, les globules blancs pour lutter contre les infections, et les plaquettes qui ont un rôle dans la coagulation. Comment ça se passe quand on veut donner sa moelle? Alors, ça a un peu changé depuis la dernière fois, mais déjà, c'est pas comme quand on donne son sang. Là, dans un premier temps, il faut juste s'inscrire sur une liste. Ça se fait en ligne sur le site dondemoelleosseuse.fr et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et ensuite, une fois qu'on a bien checké que vous pouviez être donneuse ou donneur, il faut compléter le dossier et faire un prélèvement qui va servir à établir votre carte d'identité biologique. Je vais vous expliquer après à quoi elle va servir. Là, il y a 2 options. Soit on vous envoie la liste des documents à fournir et un tube pour cracher dedans, enfin, pour récupérer votre salive. Faut pas vraiment cracher, vous verrez ça. Dans le jargon, on appelle ça un prélèvement salivaire. C'est plus stylé. Soit vous allez dans un centre, vous remplissez les documents avec un médecin et on vous fait une prise de sang. C'est vous qui choisissez. Ok? Et après, vous attendez. Vous êtes inscrit sur ce qu'on appelle le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse, vous avez votre carte de donneur, et vous attendez. Si un jour, votre carte d'identité biologique, elle correspond à celle d'une personne qui a besoin d'une greffe, on vous appelle. Vous faites des examens complémentaires pour vérifier que vous êtes bien compatible et en état de donner. Et si tout est ok, on vous convoque, on vous prélève votre moelle osseuse et on l'envoie à l'hôpital dans lequel est soignée la personne qui va recevoir la greffe. Entre le premier coup de fil et le prélèvement, il se passe entre 1 et 3 mois, donc tranquille. Et peut-être que ça arrivera jamais. Il y a beaucoup d'inscrits qui sont pas contactés. Ok, mais ça fait mal. Alors, je vous rappelle, on parle pas de moelle épinière, on parle de moelle osseuse. Et du coup, pour récupérer de quoi faire la greffe, il y a 2 options. La plus rare, d'abord, on prélève votre moelle dans un os, dans la hanche souvent. Ça peut piquer un peu au réveil, mais c'est fait sous anesthésie générale et vous restez 48 heures à l'hôpital où on s'occupe de vous. Mais en fait, dans 80% des cas, c'est une prise de sang. Un peu comme quand vous donnez vos plaquettes, je sais pas si ça vous parle. Là, ça dure 4 heures, votre sang, il passe dans une machine qui récupère les cellules souches et qui vous rend le reste, et puis après vous mangez un truc et hop, on n'en parle plus. Et comment je sais si je peux donner? Alors, ça aussi, ça fait partie des choses qui ont un peu changé. Au moment où je tourne, les conditions pour s'inscrire, c'est avoir entre 18 et 35 ans. Ça, c'est pour s'inscrire. Mais une fois qu'on est sur la liste, on peut donner jusqu'à 60 ans. Être en bonne santé, c'est mieux pour tout le monde, hein. Et troisième chose, avoir fait les démarches dont je viens de parler. Voilà. Avouez que c'est pas grand-chose pour sauver une vie. Mais attention, c'est pas fini. Là, on a juste refait un petit peu le tour de la question. Et si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers ma vidéo précédente, je vous remets le lien dans la description. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un truc super important sur lequel je veux m'attarder, c'est la fameuse compatibilité. Parce que c'est important pour bien comprendre pourquoi il faut qu'il y ait le maximum de personnes inscrites sur les listes, et surtout des personnes au profil génétique varié. On l'a vu tout à l'heure, pour trouver un donneur ou une donneuse compatible avec une personne qui a besoin d'une greffe,
on fait un prélèvement de salive ou de sang, et on établit une carte d'identité biologique. Cette carte, en réalité, elle donne des infos sur ce qu'on appelle le système HLA, c'est-à-dire le système des antigènes des leucocytes humains. Les leucocytes, c'est le nom de nos globules blancs qui font partie de notre système immunitaire. À la surface de nos cellules, il y a une substance, les fameux antigènes, qui font que nos cellules, elles sont reconnues ou pas par notre système immunitaire. Si les cellules qu'on greffe, elles ont les mêmes antigènes que celles du malade, son système immunitaire, il dit « Ok, c'est bon, ils sont de la maison, on laisse passer. » Mais si les antigènes sont différents, là, le système immunitaire, il se méfie, et il les élimine. Donc non seulement la greffe prend pas, mais en plus ça peut être dangereux. Donc pour être sûr que tout se passe bien, on s'assure que le donneur et le receveur ont bien les mêmes antigènes. Le problème, c'est que ce système HLA, il est bien plus complexe que le groupe sanguin, par exemple. Donc trouver quelqu'un qui est pile compatible avec nous, c'est chaud. Mais c'est possible, heureusement. Tous les éléments du système HLA, ils sont transmis génétiquement. Ils sont propres à chacun, ils dépendent de l'histoire des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc. Donc le truc, c'est que plus on a de points communs génétiques avec le malade, plus on a de chances d'être compatible. Par exemple, on a 25% de chances de trouver quelqu'un de compatible parmi ses sœurs ou ses frères. Alors qu'entre deux personnes prises au hasard, c'est beaucoup moins. Et si on trouve personne dans sa famille, on a plus de chances de trouver quelqu'un de compatible parmi les gens qui ont les mêmes origines ethniques que nous. Parce que le système HLA, il est aussi lié à l'histoire des migrations de population. Et aujourd'hui, on constate que si une patiente ou un patient a besoin d'une greffe, la probabilité de trouver un donneur compatible dans le registre, eh ben, elle est plus grande si le patient est d'origine caucasienne. Parce que, historiquement, les registres, ils se sont plutôt développés dans l'hémisphère nord, donc il y a une plus grande proportion de population caucasienne. C'est un constat, c'est comme ça. L'idée, c'est absolument pas de dire qui est inscrit, qui y est pas, ni de juger quoi que ce soit. L'idée, c'est juste de rééquilibrer et de dire que plus il y a de diversité parmi les donneuses et les donneurs, plus on a de chances de trouver des personnes compatibles avec le maximum de gens qui ont besoin d'une greffe de moelle osseuse pour guérir. Et si on n'en parle pas, bah au final, les gens qui ont un profil particulièrement recherché, bah ils sont pas au courant, donc ils font pas forcément les démarches de s'inscrire sur le registre des donneurs volontaires. C'est logique. Et du coup, il y a des malades qui trouvent pas de donneurs compatibles alors que ça pourrait être si facile. Donc, pour dire les choses très clairement, aujourd'hui, les profils ethniques les plus recherchés, c'est les donneuses et les donneurs d'origine subsaharienne, maghrébine et asiatique. Donc, quelles que soient vos origines ethniques, mais encore plus si elles font partie de celles que je viens de citer, prenez le temps d'y réfléchir, bien sûr, mais considérez sérieusement la possibilité de vous inscrire sur le registre. Maintenant, vous savez pourquoi c'est important. Pour cette liste, comme pour tout le reste, le métissage, c'est une richesse. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.